qui sont n'importe où dans le récepteur tyrosine kinase, des faux sens, des délétions, des décalages de phase de lecture, des mutations d'épissage, il y a des centaines d'allèles. C'est une toute autre maladie dominante, elle aussi, qui va apparaître, qui s'appelle la maladie de Hirschsprung, Hirsch-SPRUNG, Hirschsprung. Pour ceux qui ont fait de l'allemand, moi j'en ai pas fait, je crois que ça veut dire le saut de l'animal. Hirschsprung, sprung c'est le saut, c'est ça? Bref, c'est un chirurgien danois qui a trouvé cette maladie, qui est une malformation de l'intestin de l'enfant, qui est une absence de neurones dans l'intestin, donc c'est une maladie neurologique, c'est une maladie gastro-entérologique, mais qui est faite par une atteinte des neurones, et c'est le même gène, c'est exactement le même gène, mais ce n'est pas les mêmes mutations. Les enfants qui ont un Hirschsprung n'ont pas de neurones dans l'intestin, ils ont une occlusion intestinale à la naissance. C'est une maladie autosomique dominante. N'importe quelle mutation, perte de fonction de ce gène, peut donner un Hirschsprung. La pénétrance est incomplète, il y a des gens qui portent la mutation et qui n'ont pas la maladie. L'expression est variable, il y a des formes plus ou moins graves de la maladie en fonction de la zone qui n'a pas de neurones. Et puis, pour des mutations gain-de-fonction très spécifiques, très uniques et toujours les mêmes ou quasiment, vous avez un autre phénotype qui n'a rien à voir. D'accord? Donc le même gène, perte de fonction, une malformation intestinale par anomalie de neurones, gain de fonction, une prédisposition à des cancers, des tumeurs endocrines. C'est un très bel exemple de phénotypes différents à un même locus. Alors, ça pose toute petite question de définition. Est-ce qu'on est dans l'hétérogénéité allélique parce que c'est des allèles différents? Non, l'hétérogénéité allélique, à mon sens, c'est réservé à des allèles qui confèrent le même phénotype, plus ou moins grave, plus ou moins variable, tout ce que vous voulez, mais le même phénotype. Donc on va parler d'hétérogénéité des allèles pour la maladie de Hirschsprung, et en revanche, on va parler d'allèles différents, d'allèles gain de fonction ou d'allèles perte de fonction, pour contraster ces deux phénotypes très très différents. Il y a même parfois, je le note ici, pour un même gène, ce n'est pas tellement le sujet du jour, mais pour un même gène, vous avez des modes d'hérédité différents. Ici, vous avez le gène de la bêta-globine, on en avait parlé pour la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie autosomique récessive, on l'a discuté la semaine dernière, il n'y a aucun problème là-dessus. À ce même locus, bêta-globine, vous avez des allèles qui vont donner des maladies dominantes. Donc, à un même locus pour des allèles différents, ça reste des maladies de l'hémoglobine, bien entendu. Là, on reste dans le cadre de l'hémoglobine, mais ce n'est pas la drépanocytose, c'est une autre maladie qui peut être dominante en fonction des allèles de cette petite protéine, de ce petit gène. D'accord? C'est clair ça? Donc, il faut être assez ouvert à l'idée que si vous identifiez le gène d'une maladie, mais que ce gène est déjà connu pour donner une autre maladie, ben vous n'avez pas forcément tort. C'est peut-être vrai que ce gène peut donner deux types de maladies, parfois de la même catégorie, de neuropathie, tomaculaire ou Charcot-Marie, parfois complètement différentes, activation dans MEN, perte de fonction dans la malformation de Hirschsprung. Autre notion qui est un peu en miroir de la notion précédente, c'est un peu l'inverse. Est-ce que ça existe qu'une même maladie dominante puisse être causée par des mutations de gènes indépendants? Oui, bien sûr, ça existe. C'est même un des gros problèmes de la génétique. On appelle ça l'hétérogénéité génétique, ou pour être plus précis, et peut-être vous pouvez le mettre sur vos notes, ça s'appelle parfois aussi hétérogénéité de locus, c'est plus précis. Ça veut dire que pour une même maladie, il y a plusieurs loci possibles sur le génome. Évidemment, attention, dans des familles différentes. On ne parle pas d'hérédité multigénique, là. Ce n'est pas deux gènes mutant chez un même individu. C'est la famille A qui a des mutations du gène A sur le chromosome 5 et la famille B qui a la même maladie, mais qui a mutation du gène B sur le chromosome 12. D'accord? C'est ça l'hétérogénéité de locus. Il y a des exemples de ça, il y en a beaucoup, beaucoup, et c'est une des grosses difficultés de la génétique moléculaire, c'est que quand vous avez au laboratoire des tests génétiques à faire pour une maladie génétique, si vous testez le gène A alors que c'est le gène B dans cette famille, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc il faut avoir des tests qui comprennent l'ensemble des loci impliqués dans une maladie. Voici par exemple une maladie
de l'os qui s'appelle la maladie des exostoses multiples. Ce sont des gens, vous voyez ici, il y a une espèce de... On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'os, ça je vois bien. Ça c'est la partie à base du fémur, ça ok. Mais là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y a des excroissances un peu partout. C'est des exostoses, c'est des petits bouts d'os qui croissent à un endroit assez classique qui est la métaphyse et qui vont partir ici dans toutes les directions. Vous en avez ici sur le péroné, ici sur le haut du tibia, ici sur le bas du fémur. Exostose multiple. C'est une maladie autosomique dominante. Elle a été étudiée, encore une fois, je prends des exemples maison, pardon, mais elle a été étudiée à Necker depuis de longues années. Et les chercheurs qui ont étudié cette famille ont collecté des familles autosomiques dominantes. Vous allez voir ici des transmissions verticales, 3 générations, pénétrance complète, expression variable, pénétrance complète. Et en avant, on est allé chercher le gène. Et on n'a pas trouvé le gène, on a trouvé les gènes. Il y a au moins 3 ou 4 loci possibles qui donnent la même chose. Et le raisonnement inverse que le clinicien orthopédiste ou généticien ou pédiatre a à tenir devant ces familles, c'est oui, d'accord, c'est bien joli votre science, mais face à une famille, comment je vais savoir si c'est le gène qui est sur le chromosome 8, 30% des cas, sur le chromosome 19, 14% des cas, sur le chromosome 11, 17% des cas, ou encore une de ces 38% de familles où le gène n'est pas trouvé? Eh bien, tu ne peux pas le savoir. On ne le sait pas a priori. Seule une analyse génétique de ces 3 gènes pourrait nous aider à déterminer quel est le gène en cause et par conséquent à avoir des tests de génétique spécifiques de chaque famille. Oui ? Je ne sais pas répondre à ta question. C'est une très bonne question. Ça voudrait dire, est-ce que le gène EXT1 et EXT2 sont dans la même voie métabolique? Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas, mais tu regarderas, ou on regarde ensemble si tu veux. C'est une très bonne question, je ne sais pas répondre à ta question. C'est une question très fine parce que ça veut dire que quand vous avez des situations d'hétérogénéité génétique, peut-être que le gène candidat que vous n'avez pas trouvé dans les 38%, c'est un gène qui est un partenaire de EXT1, EXT2 du point de vue biologique et que c'est un bon candidat pour la recherche. Mais je ne sais pas répondre à ta question là. Néanmoins bonne. D'accord? Donc c'est clair. Et c'est un peu l'inverse du problème de la multiplicité des phénotypes à un même locus, c'est qu'ici, pour un même phénotype, vous avez plusieurs loci indépendants. Et vous imaginez bien les problèmes que ça pose en termes de conseil génétique. Si vous vous bornez au dit, bon, allez, chromosome 8, c'est le plus fréquent, là, EXT1, je vais bien faire EXT1, 44%, là, ça a un peu changé les statistiques, je vais jouer là-dessus. Mais vous jouez perdant à tous les coups, quoi. Enfin, pas à tous les coups, mais vous jouez vraiment pile ou face, quoi. Si vous faites des tests génétiques avec ce gène dans des familles qui n'ont pas de mutation de ce gène. Ok, hétérogénéité de locus. Alors, ce n'est pas du tout une situation, je ne vous montre pas des exceptions, je vous montre des exemples caricaturaux de situations fréquentes. Il y a des maladies ophtalmologiques d'enfants qu'on appelle la maladie de Leber, qui donne une cécité très précoce de l'enfant. On en est à 14 gènes qui donnent la même maladie. Les paraplégies spastiques de l'adulte, qui sont, une fois n'est pas coutume, j'ai cité des exemples d'autres collègues qui sont à Pierre et Marie Curie, à la Pie-Salpêtrière, qui étudient les paraplégies spastiques. Ce sont des personnes qui ont des syndromes de... vous voyez parfois marcher avec des cannes comme ça, les jambes un peu raides. C'est des paraplégies, les 2 jambes ne marchent pas, mais elles sont plutôt spastiques que dans la Charcot-Marie, qui est une neuropathie paralytique. Là, vous avez au contraire des jambes complètement raides, avec des réflexes extrêmement vifs. C'est une maladie dominante. Je crois qu'il y a plus de 50 loci de paraplégie spastique, SPG, spastique paraplégia. Vous avez SPG1, SPG18, SPG42, SPG56. C'est incroyable l'hétérogénéité génétique d'une même maladie. C'est à peu près la même maladie dans ces groupes-là. Rien ne vous dit, ou pas grand-chose, ne vous dit devant un malade qui a une paraplégie spastique, lequel des 50 gènes est concerné. Donc, je vous parle là de situations extrêmement fréquentes et très difficiles. Les rétinopathies pigmentaires, les maladies pigmentaires de la rétine, sont d'une hétérogénéité extraordinaire. Là, les exostoses, c'est les petits joueurs. Il y a 3 loci et peut-être 4. Hein, c'est gentil. Hein. Parfois, c'est des dizaines de loci. Les surdités. Surdité de perception autosomique dominante, il y en a pas mal. Il y a des dizaines de gènes. D'accord? Autre notion importante, les mutations dominantes, ça ne remonte pas toujours à Mathusalem.
il y a bien un jour où la mutation apparaît. Eh bien, cette mutation, elle porte alors le nom double dont nous avons déjà parlé. C'est une vraie mutation parce qu'elle est survenue nouvellement, et c'est aussi une mutation parce qu'elle est délétère pour le gène considéré. C'est donc une mutation vraie. Voici ici deux arbres généalogiques. J'ai pris des mutations du gène RET parce que j'avais les documents, c'est ça. Voilà une forme transmise, héritée, où toutes ces personnes ici, 2, 3, 4, 9, ont une mutation. Vous allez, si vous avez ces diapos, vous amuserez à regarder la ségrégation de la mutation qui occasionne ici un fragment génétique un peu différent avec une enzyme de restriction. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a l'allèle A, ici, A, tiens, défaut de pénétrance, d'accord, mutant, défaut de pénétrance, AB, et bien vous avez une transmission ici à 5 ou 6 générations de cette maladie. Puis ici, vous avez la même maladie. Cette petite fille a la même maladie que sa copine ici, mais aucun des parents n'a la mutation. Ça s'appelle une mutation de novo. La mutation est survenue chez cet enfant, qui est le premier cas. Ce qui n'est pas tout ce qui est héréditaire et génétique, l'inverse n'est pas vrai. Tout ce qui est génétique n'est pas hérité des parents. Je vous ai parlé de ces mutations nouvelles avec un taux relativement élevé, plus important qu'on ne le pensait jadis. En revanche, ce qui est ici présent génétique devient héritable. C'est-à-dire que cette petite fille, elle, a un risque de transmettre l'allèle mutant à 50% à chaque grossesse et l'allèle sauvage avec une même probabilité. Mutation de novo, changement de séquence de novo. Et je reprends ce schéma, je n'avais pas eu le schéma, mais je vous avais parlé de cette notion, du fait que lorsqu'on a maintenant analysé les génomes complets, on ne va pas faire de détails, on séquence le génome complet de P1 et P2, les deux parents, et en même temps de F1, leur enfant, 3 milliards de nucléotides, on va séquencer tout ça, et on va trouver en moyenne 74, je vous avais dit 70 et 80, bon, 74 ici, SNV, Single Nucleotide Variations, qui sont de novo entre les deux parents, qui sont présentes chez l'enfant, absents chez les parents. 3 qui sont des petites délétions ou des petites insertions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont dans les gènes, hein. C'est sur l'ensemble du génome, hein, rassurez-vous, ça ne touche pas dans le gène. Et une de ces altérations de novo, une de ces altérations est située dans l'exome, c'est-à-dire dans un gène cette fois-ci. C'est clair ça? Ça, c'est le taux de mutation de l'homme. Alors on calcule, le taux de mutation de l'homme avait été calculé, peut-être calculé jadis de deux manières. Il était calculé par l'épidémiologie. Il était calculé aussi par l'alignement entre espèces, en disant je sais qu'il y a un tel éloignement entre le chimpanzé et l'homme, et à un site déterminé génétique, j'ai telle variation. Donc le taux de mutation, en fonction du nombre de générations qui nous séparent de 6 millions d'années, doit être de temps. Les calculs épidémiologiques, les calculs par l'alignement d'espèces donnaient un résultat qui est très proche du calcul qui est maintenant expérimental, qui est empirique, qui est vérifié par l'expérience, qui est simplement de regarder, de contraster les génomes des parents avec les génomes de l'enfant, et donne un taux de mutation qui est le même. Donc, ce qui veut dire que sur nos 20 000 gènes codant pour des protéines, il y en a un qui est touché par une mutation nouvelle par chaque génération, par enfant. Ça ne veut pas dire que ce variant est délétère. C'est juste, il y a une différence. Alors, si c'est un variant qui est sur le 3e nucléotide d'un codon, ça ne va pas souvent changer la signification. Donc, c'est ce qu'on appelle une mutation silencieuse ou neutre. Elle ne va pas changer. Ça peut changer un acide aminé sans changer la protéine. Ça va être un polymorphisme de la protéine. Mais de temps en temps, ça peut donner une mutation qui altère la séquence, qui est un allèle mutant. Le plus souvent, fort heureusement, on est dans un modèle récessif ou avec redondance et on ne va pas souffrir de cette mutation nouvelle, mais de temps en temps, ça va toucher un gène dominant. Et enfin, ça se comportera comme un allèle dominant et ça donnera une maladie. Est-ce que ce taux de mutation est égal, d'une part, sur l'ensemble du génome? Est-ce que c'est partout pareil? Et deuxièmement, est-ce que c'est égal chez tout le monde? Alors, sur l'ensemble des génomes,
il y a des points qu'on appelle des points chauds de mutation. Mais attention, ça veut dire qu'on a vu cette mutation plusieurs fois, mais là, il y a peut-être un biais d'observation. On l'a vu plusieurs fois parce qu'elle donne la même chose. C'est peut-être pas qu'elle est plus fréquente. Peut-être qu'il y a un avantage sélectif au cours du développement. Peut-être que cette mutation a donné une fertilité ou une fécondité plus forte à tel ou tel gamète. Donc ce n'est pas absolument certain qu'une mutation qu'on retrouve 10 fois ou 20 fois, tous les achondroplastes du monde ont la même mutation. Ce n'est pas forcément du tout que c'est un point chaud de mutation. C'est peut-être simplement qu'on a repéré les achondroplastes et qu'il se trouve qu'ils ont la même mutation parce que seule cette mutation donne l'achondroplasie. En revanche, il y a des sites, il y a des régions du génome. Vous savez par exemple ce qu'on appelle les dinucléotides CG. Dinucléotides, c'est DINU, c'est pas 10, hein, c'est 2 nucléotides. C, lésion phosphore G, sont des sites où la mutagénèse est plus forte. Et d'ailleurs, il y a une raréfaction de ces nucléotides CG dans le génome. Donc il y a des endroits du génome où le taux de mutation n'est pas tout à fait le même qu'ailleurs. Deuxième question, est-ce que ce taux de mutation, qui donc est un peu variable suivant les endroits du génome, mais dans les limites grossières que je vous ai indiquées, est-ce que ce taux de mutation est le même chez tous? Oui, a priori, il est le même chez tous, mais pas aux mêmes âges. Et en particulier, l'augmentation de l'âge paternel à la conception est un facteur de mutation nouvelle. Vous allez entendre mes collègues Michel Weckmans et Serge Romana vous dire que l'augmentation de l'âge maternel est un facteur de non-division des chromosomes à la méiose, d'erreur de division méiotique et par conséquent d'anomalie de nombre des chromosomes. Et le grand classique, c'est tous les couples savent que le risque de trisomie 21 augmente avec l'âge de la mère. C'est un des derniers bastions du sexisme, mais on oublie toujours de dire, oui, mais